Donc aujourd'hui, on court tous après les euros, en quelque sorte. La monnaie est vraiment devenue, le cœur de nos vies, pour certains en tout cas. D'un autre côté, quand on prend la relation et la balance entre la rareté et la valeur d'un actif, c'est tout à fait légitime de se poser la question et de regarder les banques centrales en se demandant pourquoi ces banques, entre guillemets, donc comme l'expression le dit, fait marcher la planche à billets. C'est bien ça l'expression si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous pensez, de la valeur des euros? Donc moi, si je prends mon téléphone et que je vais dans mon compte en banque, bah, finalement, j'ai que des chiffres, je j'ai pas vraiment de l'argent. Est-ce que je dois m'inquiéter de ce que je peux faire avec ces chiffres au lendemain, donc dans le futur, à moyen ou à long terme? Qu'est-ce que vous pensez tout simplement de la valeur de l'euro et des grandes monnaies qui sont dirigées par les banques centrales? Alors, je crois qu'il faut distinguer entre l'argent et la monnaie. C'est pas la même chose. L'argent, c'est ce dont nous avons besoin pour vivre dans une société qui est, on peut le déplorer d'ailleurs, hein, de plus en plus mercantile, n'est-ce pas? Bon, l'argent. La monnaie, c'est autre chose. La monnaie, c'est un bien collectif. La monnaie, c'est un bien collectif qui est garanti par des institutions publiques, les banques centrales, qui ont des normes de stabilité de la monnaie et dont le but est de permettre l'échange. Mmh. Alors, c'est surtout à la seconde question que je vais répondre, puisque j'ai fait ma carrière, vous le savez, à la Banque de France et je suis un spécialiste de la monnaie. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne à Toulouse Business School. Depuis une vingtaine d'années, la confiance dans la monnaie, dollar, euro essentiellement, mais on verra des monnaies émergentes, notamment les stablecoins, mais aussi le projet d'une monnaie des BRICS dont on parle Mmh. beaucoup. La crédibilité dans la monnaie a été affaiblie par une création monétaire excessive. Tout à fait. Là, c'est une opinion que j'exprime, hein. Oui, bah, c'est le but. Non, mais on peut ne pas la partager. Mais juste un chiffre, depuis 20 ans, la base monétaire mondiale a été multipliée par 7. Les quantitative easing, l'expression ne vous fait pas peur parce que vous avez suivi mes cours, mais Tout à c'est fait. cette planche à billets dont vous avez parlé dans votre introduction a tourné à plein régime, notamment après la crise de 2008, qu'on a appelée crise des subprimes. C'est pas exactement, à mon avis, le mot juste, c'est crise financière. Je dirais moi méga crise financière. Et puis, en Europe aussi, avec la deuxième crise financière, dite des dettes souveraines, 2012, et puis 2015 jusqu'en 2022. Mmh. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas aperçu, c'est que depuis 2022, c'est fini. Il n'y a plus de planche à billets, il n'y a plus de quantitative easing. Pour Actu- l'instant. pour les... Oui, mais alors, je vois un peu l'ironie de votre remarque. Euh, dans le fond, oui, s'il y avait une énorme crise, ça reprendrait, Tout hein. à fait. Bon. Mais pour le moment, les objectifs des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique, c'est de diminuer la taille de leur bilan, c'est-à-dire de ne même plus renouveler la totalité des titres de dette qui arrivent à échéance et qu'elles avaient acquis dans cette période exubérante de 2008 à 2022. Donc, la planche à billets, c'est fini. Mais la question que vous posez est essentielle parce que, alors je vais donner une source de quelqu'un auquel j'accorde beaucoup d'importance, Monsieur Jacques de la Rosière, qui a été mon patron à la Banque de France et qui a écrit un petit livre très facile à lire avec McKinsey. Mmh. Ils ont démontré que depuis 20 ans, l'essentiel de la création de valeur découlait de la création monétaire. Et c'est ainsi que si le prix de l'immobilier a doublé depuis 20 ans, en termes réels, et si la bourse, la valeur de la bourse a doublé, c'est un mécanisme de bulle Mmh. financière Qui devrait nous inquiéter. qui devrait nous inquiéter. Alors, je vous rejoins tout à fait parce que alors, on voit que vous avez suivi mes cours, parce que les arbres ne montent pas au Jusqu'au ciel, ciel, exactement. et que, pour citer Keynes, Keynes avait l'habitude de dire les marchés ne montent pas jusqu'au ciel, et le spéculateur, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire celui qui voit loin, speculare, c'est celui qui oppose son jugement à celui du marché. C'est-à-dire, ne nous laissons pas mener par le bout du nez par le marché. Opposons un jugement critique. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on peut dire que
les valeurs sont montées trop haut par rapport, mais vous le voyez vous-même en tant que jeune professionnel, euh, le prix de l'immobilier par rapport à votre salaire de départ est anormalement élevé, hein. Mais on pourrait faire le même raisonnement avec la bourse. La bourse, Surtout à Paris d'ailleurs. oui, surtout à Paris, ou même à Toulouse d'ailleurs. Bon. Et c'est pareil pour la bourse, la valeur de la bourse par rapport aux bénéfices attendus. Donc, tout ça pour dire, Samy, que euh, il y a des raisons d'avoir une certaine défiance dans la Dans la monnaie, monnaie. et ça explique la fièvre de l'or, hein. C'est aussi simple que ça, hein. La fièvre de l'or est la conséquence de l'affaiblissement de la confiance dans la monnaie. Pour autant, moi, je suis un homme de la Banque centrale à Mhm. l'origine, j'ai confiance dans la Banque centrale européenne, elle affiche ses objectifs, elle communique clairement, c'est une institution de service public, donc j'ai confiance, mais je vois bien que depuis 20 ans, on a manipulé la monnaie pour des raisons essentielles, Oui. parce que nous avons été pris dans l'engrenage de crise financière que nous ne maîtrisions pas. Donc, en tant que, comme vous le disiez, ancien directeur régional de Banque de France, vous êtes quand même pas très confiant sur l'avenir de la valeur de notre monnaie aujourd'hui. Est-ce que, petite question complémentaire, est-ce que vous êtes plutôt, entre guillemets, serein sur l'euro en comparaison au dollar? Ou comment vous envisagez les Alors, choses votre question est complexe, parce que vous dites je ne suis pas serein. Vous faites allusion à l'inflation. Bon, tout à fait. bon, pour le moment, l'inflation est bien Maîtrisé maîtrisée. actuellement, oui. Et je dirais que les objectifs des banques centrales vont dans ce sens, c'est Mhm. leur mission, et donc je n'ai aucune inquiétude. D'accord. Bon, maintenant, je sens que votre question, c'est la parité du dollar par rapport à l'euro. Avant de commencer cette émission, nous avons regardé ensemble. Ce Mhm. matin, on était à 1,13. 1,13, exactement. 1,13, au vu de l'histoire de l'euro, c'est une valeur moyenne. On a commencé à 1, on est descendu à 0,85, mais ça c'était avant l'euro fiduciaire. On est monté à 1,60, on est redescendu. Donc nous sommes aujourd'hui dans une valeur moyenne, mais le dollar est très remis en cause, notamment par ce projet de monnaie des BRICS, c'est-à-dire par en fait l'émergence de la Chine. Enfin, c'est plus qu'une émergence, c'est le déclassement des États-Unis par la Chine. Super. Comment? Je disais super parce on va en Oui, oui, reparler. oui. Je Et partage votre donc, avis. par le fait que les États-Unis ont un privilège exorbitant qui leur permet de faire des déficits monstrueux, le déficit des paiements courants des États-Unis, c'est 900 milliards de dollars. Et donc, pour répondre à votre question, oui, le dollar est fragile. Et inversement, l'euro, lui, euh, est fragile dans le sens où le taux d'intérêt est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Ce matin, à long terme, la France emprunte à 10 ans à 3,30, les États-Unis empruntent à 4,50. Donc, il y a des facteurs, je ne veux pas être trop complexe, mais il y a des risques de récession importants aux États-Unis, là, actuellement, qui iraient dans le sens d'un affaiblissement du dollar, mais inversement, il y a des taux d'intérêt qui sont plus élevés. Donc, je ne vais pas trancher le débat. Est-ce que l'euro va s'apprécier ou est-ce que c'est l'inverse? Il y a des facteurs dans les deux sens. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien Si, si, répondu c'était bien. ou si mes réponses appellent d'autres questions, Ah, réflexions. alors, votre réponse, surtout à la fin, m'a apporté une autre question. Oui, Je ne sais pas si je vous la pose telle quelle. oui, Je la pose telle quelle? oui. Ok. Est-ce que vous prévoyez une récession aux États-Unis en 2025? Alors oui. Alors, mon opinion personnelle n'a pas d'importance, mais je vois que les prévisionnistes valorise de plus en plus le risque de récession. Citons un chiffre, Morgan Stanley chiffre aujourd'hui la probabilité de récession à 0,6, donc 0,6 c'est plus d'une chance sur deux, Mhm. alors qu'il l'a chiffré à 0,3, 0,4 il y a encore quelques mois. D'accord. Pourquoi? Parce que Trump a du mal à mesurer les conséquences de ce qu'il fait. Le protectionnisme trumpien. Alors vous avez vu les fluctuations gigantesques en quelques jours. Ouais. Il fait passer les droits de douane de 10 à 145%. Ça n'a plus de sens. Puis, alors voilà, vous avez cité sans le vouloir Talleyrand, tout ce qui est excessif et dérisoire. Donc là, c'est tellement excessif, fluctuant,
non maîtrisé dans la réflexion et dans l'expression, que ça crée une incertitude essentielle. Mmh. C'est-à-dire qu'on a peur. On se dit, mais il est fou, enfin, qu'est-ce qu'il fait? Bon. Et pour être plus objectif, disons que vous savez qu'un téléphone qui est produit aux États-Unis, euh, les composants du téléphone passent dans 20 pays différents avant d'arriver aux États-Unis. Ici, c'est la plupart des produits que nous consommons dans ce studio, les produits qui nous entourent, sont passés en gros dans 5 frontières différentes. Et donc, Trump est en train de se rendre compte que s'il pratique une politique protectionniste à outrance, il n'y aura pas la possibilité de substituer les marchandises importées, d'avoir des marchandises de substitution aux États-Unis, parce que les chaînes de valeur ne le permettent pas, et qu'il va se flinguer lui-même. Et c'est si vrai que là, le dernier chiffre de croissance aux États-Unis est négatif ou nul. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à importer, quand Trump a fait ses annonces, ils se sont mis à importer pour constituer des stocks, des marges de précaution Mmh. face aux risques. Donc, il y a un risque de récession par le protectionnisme, même si maintenant il revient en arrière à toute vitesse. C'est Bon, ça. mais, mais, Il est peut-être pas trop tard. mais alors, il est peut-être pas trop tard, mais on est quand même pour nous, Européens, on est à 20% Mmh. par rapport. Et pour la Chine, vous le savez, Il est redescendu, c'est 30%. Oui, mais c'est contre 30%. 10 enfin, Et vous avez aussi, ne l'oublions pas, les 25% sur l'acier Mmh. et les. Métaux Et, précieux, les terres oui, rares. oui, mais l'automobile aussi. Bon, donc là, il se tire une balle dans le pied. Et ensuite, il s'en tire une seconde par les risques d'inflation qu'il crée. Et ces risques d'inflation peuvent créer une envolée des taux d'intérêt long terme. D'autant qu'il insulte, maintenant ça lui a passé, mais il insulte le président de la BCE, Jay Powell, qui est le représentant d'une très grande institution américaine, indépendante de par la Indépendance. Constitution. Donc, si vous voulez se comporter en contrevenant vis-à-vis de la Constitution, c'est un voyou finalement, insulter les uns ou les autres, prendre des mesures et revenir sur ces mesures en quelques semaines, ça crée un climat d'incertitude Mmh. qui est de nature à favoriser la récession et l'inflation. Bon, on verra bien en 2025 si effectivement il a eu, de la marge sous la pédale pour revenir en arrière ou si au contraire, c'est Alors, c'est allers-retours. oui, bien sûr, on verra, mais disons qu'en Europe, on n'est pas brillant non plus, parce que actuellement la France est pas officiellement en récession, mais en croissance zéro, hein. On a eu 2 trimestres de croissance zéro. Ah ouais, ça je le savais pas d'ailleurs. Ça Oui, paraît pas beaucoup sur eh les ben, journaux, oui, parce que les choses sont présentées toujours de on manière un essaye, peu alambiquée, choose friends. avec les. Oui, mais choose France, d'accord, très bien, mais c'est 20 milliards Mmh. et c'est des créations d'emplois décroissantes, hein. Bon, Mmh. vous savez qu'on bat des records de faillite d'entreprise, vous savez que le chômage a bondi, Que vous la dette savez continue de vous s'accumuler. savez que les retraites, on va en parler, ne sont On pas va en parler. financées et surtout que la dette française galope. Ouais. Bon, actuellement, nous sommes en croissance zéro et l'Europe, alors la croissance officielle sur laquelle M. Bayrou veut fonder son budget, mais personne n'y croit, pas même la Commission européenne, c'est 0,7. Ce qui fait pas beaucoup. Donc, ce qui fait pas beaucoup. Si c'était vrai en plus, encore pourquoi pas, mais comme vous dites, c'est peut-être plutôt zéro actuellement. Voilà. Et donc, si on prend du recul, enfin, moi, je suis un homme de recul dans mes enseignements. C'est-à-dire que j'essaye de voir ce que les autres ne voient pas, en cessant de regarder ce qu'on a devant nous, mais de regarder loin devant, loin derrière. Bon, sur 20 ans, vous avez une augmentation de l'endettement absolu et relatif. Mmh. Vous avez une survaleur de l'immobilier et des bourses. Tout ça n'est soutenable qu'avec une croissance, mais qui actuellement diminue. Mmh. Elle diminue, c'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international. Je crois que la dernière prévision est de 3%, alors qu'il y a quelques années, on était plutôt à 7%. Donc, cette situation mondiale est extrêmement fragile. D'accord. Bon, et ben, on aura l'occasion de J'étais un peu long peut-être, non, mais mais c'est pas grave, c'est ça de débattre aussi, hein, c'est ce qu'on veut pour ce podcast. Et puis donc je vais passer à la deuxième question, donc qui est le système des retraites. oui. Donc,
Je recontextualise comme d'habitude et Oui, ensuite je oui, pose oui, la oui. question. Donc, le système français de retraite par répartition est aujourd'hui très décrié. Pas une semaine ne passe sans que je vois un post LinkedIn qui m'explique que je n'aurai pas de retraite, donc qu'il faut se la faire soi-même. Êtes-vous d'accord avec ce discours? Sinon, pourquoi? Et si oui, comment on se fait sa propre retraite? Alors, d'abord, je vais reprendre le mot de Jean-Claude Trichet, euh, lui qui m'a nommé directeur de la Banque de France à Troyes, et ça a été pour moi le premier gouverneur de la Banque de France indépendante. Jean-Claude Trichet a dit récemment, nous sommes en France dans une situation aberrante. C'est aberrant. Pourquoi c'est aberrant? Parce que ben, vous le dites vous-même. Tous les jours, il y a des postes qui disent, mais comment je vais faire pour avoir une retraite? Exactement. Et en même temps, alors on va pas critiquer M. Bayrou ou personne d'ailleurs, mais on a fait un conclave sur les retraites en laissant entendre qu'on pourrait revenir à la retraite à 62 ans. C'est aberrant. Et je vais vous démontrer avec quelques chiffres pourquoi c'est aberrant. Alors, première série de chiffres, quand on a fait le système par répartition à la Libération, il y avait 6 actifs pour un retraité. Hmm. Quand M. Mitterrand, que vous avez peut-être pas connu, vous, bon, Pas trop, je crois. a fait la retraite à 60 ans, il y avait 4 Pour un. pour 1. Aujourd'hui, nous tendons vers 1,5 pour 1. Donc, vous voyez que ça coince. Ça, Ça déjà, ne colle plus. bon, première aberration. Deuxième aberration, il y a quelqu'un qui connaît ça par cœur, qui est M. Jean-Pascal Beaufret, qui est ancien adjoint du directeur du Trésor, celui que j'ai cité, Jean-Claude Trichet, il a été directeur général des impôts, enfin, inspecteur général des finances. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mhm. Euh, il nous montre que dans les rapports de la Cour des comptes, il y a une subvention aux retraites de 80 milliards, dont 60 milliards pour les fonctionnaires et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Alors, ça veut dire que quand le corps Conseil d'orientation des retraites, qui est présidé par mon ami Gilles Berset, économiste distingué, quand le corps vous dit qu'à terme, nous avons un déficit de 15 milliards, il ne tient pas compte de cette subvention de 80 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système est équilibré, mais vous avez 80 milliards de subventions. Hmm. Et 80 milliards de subventions, si vous considérez que le déficit public est d'environ total 170 milliards, c'est une part considérable du déficit public. Mhm. Donc, pour répondre à votre question, bien sûr qu'on peut financer votre retraite, mais à condition de passer assez rapidement à 67 ans, comme c'est le cas dans tous les pays qui nous entourent. Et de passer à 67 ans et de viser des taux d'activité des jeunes et des seniors beaucoup plus élevés, Mhm. car je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure en privé, il faut le dire maintenant en public, Gilbert estime que si on avait le même taux d'activité des seniors que les pays d'Europe du Nord, Mhm. nous aurions 140 milliards de ressources fiscales et de cotisations en plus. Hmm. Donc il y aurait presque plus de déficit public. Ouais. Donc bien sûr, votre retraite peut être financée, mais De travailler, tout à simplement. condition de travailler, et vous avez tout compris, et de revenir sur Terre. C'est-à-dire que tous ces débats à la télévision, tout Hmm. ça est complètement en dehors de la réalité. La France ne finance pas ses retraites. Alors, Aujourd'hui, non. ça commence à se savoir parce que si vous prenez les retraites sur le PIB, on a le chiffre le plus élevé du monde, quasiment. Avec l'Italie, on est autour de Hmm. 14-15%. Mais ça recouvre deux réalités différentes. Un, il y a trop de retraités, pas assez d'actifs, vous l'avez compris, et aussi des pensions qui sont légèrement plus élevées que dans les autres pays. D'accord. Bon, très intéressant. Ben, comme vous l'avez dit, une des solutions principales pour financer nos retraites, c'est travailler plus, potentiellement plus longtemps et plus jeune aussi. Oui, oui, mais personnellement, je suis révolté. Alors, on parlera de ce qui me motive dans mes enseignements. Ce qui me Mhm. motive, c'est de transmettre la vérité, de dire des choses vraies. Quand on dit, vous savez, les anciens disaient la vérité est faite pour rester cachée au fond du puits. C'est qu'en 2003, il y avait toutes ces manifestations partout, toutes les chaînes de télévision, les radios soutenaient la révolte contre la réforme des retraites. Et c'est aberrant, c'est Mhm. aberrant. Parce que financer nos retraites, c'est l'intérêt collectif. Oui, bien sûr. Et on ment, voilà, on ment. Mais le mensonge est devenu la norme. Et quant à la question, comment se faire sa propre retraite, parce que ça aussi, c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux.
il faut se mettre à plus investir. Vous, enfin en tant que particulier, je veux dire, vous avez une longue carrière. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un jeune actif comme moi qui ne sait pas vraiment comment faire ses choix de finances, on va dire, et qui doit se faire sa propre Alors, retraite et mettre de côté, alors, son malheureusement, avenir? ça dépend pas de moi et de mon conseil. C'est-à-dire que moi, je pense que le gouvernement français devrait imaginer, comme le proposent plusieurs hommes politiques, on ne va pas les citer puisqu'on ne fait pas de politique ici. Vous pouvez, ça, c'est pas un problème. Non, mais je parle, par exemple, David Lisnard, pour prendre cet exemple, Mhm. mais il y en a d'autres, d'avoir un système complémentaire par capitalisation, c'est-à-dire des fonds d'épargne qui soient orientés, comme c'est le cas en Allemagne, aux États-Unis, pour compléter le financement des retraites. Mhm. Voilà la seule chose qu'on peut dire. Mais ensuite, j'ai pas vocation, enfin on parlera de l'épargne tout à l'heure, à vous dire comment épargner et comment conserver votre capital. Enfin, je Si vous peux, avez des conseils à donner, oui, mais c'est pas facile parce que c'est pas que ce soit difficile, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure au début de cette émission, les actifs sont tous aujourd'hui à des valeurs trop élevées. je Donc, comprends. acheter des actifs les yeux fermés, c'est s'exposer à la chute. Donc, Mhm. Je comprends. le conseil, c'est de se réveiller et de financer les retraites. Mais Et ça, on peut pas le faire tout seul. on ne peut pas le faire tout seul, mais vous, les jeunes, de porter ce message qui est de dire on a besoin de travailler jusqu'à 67 ans. Et enfin, vous voyez, moi, là, je vous parle, je travaille Vous êtes avec un très vous. bon exemple, Ouais, non, mais d'ailleurs. j'ai 71 ans, je sors d'une. Tout à l'heure, je présidais le Rotary de Toulouse, c'est aussi du boulot. Donc, je ne me sens pas Fatigué. fatigué. Oui, enfin, j'ai des moments de fatigue, comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, on peut travailler jusqu'à 67 ans. Pas les métiers pénibles, non, bien sûr. Mais les métiers du tertiaire, c'est pas une difficulté. Alors, ça pose ensuite deux questions. C'est la rémunération. Mhm. Il y a aujourd'hui une rémunération qui est insuffisante, et ça veut dire que il faudrait financer les cotisations sociales autrement. Je pense à la TVA sociale. Et deuxièmement, veiller à des ambiances de travail qui soient plus favorables Mhm. aux salariés, hein, et intéresser les Ça, c'est salariés. un tout autre débat, mais Mais c'est un effectivement, tout ça autre pourrait être une débat. solution. Mais pourquoi est-ce que le travail est aussi Mal, méprisé, mal aimé en France, mal vu, c'est mal vrai, perçu? c'est Euh, c'est français. c'est français, oui, Ouais. c'est français. Et là, vous pouvez explorer ce sujet, et là, vous avez des thèses à faire, hein. Parce que, vous voyez, Mhm. les Pays-Bas, par exemple, qui sont une société beaucoup plus apaisée, beaucoup plus Triple A. empathique, triple A, mais aussi où les relations sociales sont bien meilleures, ben, ils envisagent la retraite maintenant à 70 ans. Mais encore une fois, c'est pas pour les métiers pénibles, Oui, non, mais bien sûr. c'est pas pour les métiers du bâtiment. Ouais. Mais moi, j'ai 71 ans, d'ailleurs, c'est marrant. On m'a dit, vous pouvez plus enseigner à Toulouse Business School parce qu'il y a une limite à 70 ans. Alors j'ai dit, mais j'ai de très bonnes évaluations, mais mes étudiants me font, ah oui, oui, mais enfin, vous pouvez pas. Alors je dis, ah bon, mais alors, sauf si vous créez une société. Oh. Alors j'ai créé une société, bon, on va en reparler parce qu'elle ne fait pas que ça, ma Ouais, ah oui, société. d'accord. J'ai créé une société qui me permet d'enseigner, et maintenant on me demande de doubler mes enseignements à Toulouse Business School. Donc vous voyez, c'est un peu aberrant tout ça. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, Question ce... légale. Comment? C'est une question juridique, tout simplement. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans un premier temps, on m'a dit vous pouvez plus enseigner. Dans un deuxième temps, je suis resté avec ma société parce que j'ai le droit. Bon. Et Mhm. dans un troisième temps, on me demande de doubler mes enseignements. Je vais le faire avec plaisir parce que mon plaisir, moi, c'est d'échanger avec les jeunes, hein. C'est ça, c'est ce qui me motive. Mhm. Et c'est peut-être ce qui me permet de rester jeune aussi. Bon. Peut-être. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est absurde. Et regardez, Luc Montagnier, qui est décédé récemment, euh, je ne le présente pas comme ce qu'il a dit sur le vaccin, c'est peut-être pas mon opinion, j'en sais rien, mais c'est quand même lui qui a découvert le vaccin sur le sida. Et il a été obligé de quitter la France parce qu'à 70 ans, il ne pouvait plus enseigner. Mhm. Donc cette manière dont en France on condamne le travail n'est vraiment pas saine, hein. Le travail, c'est ce qui fait la richesse. Oui, tout à fait. Et le bonheur, on dit souvent. Et le bonheur, et j'irai plus loin, c'est ce qui fait aussi la transmission des seniors vers les jeunes, c'est aussi ce qui fait une partie du lien social. C'est-à-dire que j'ai à C'est apprendre sûr, de c'est sûr. vous et vous avez à apprendre de moi. Moi, ce que je peux vous apprendre, c'est l'expérience dans les domaines que j'ai étudiés. Et vous, ce que vous pouvez m'apprendre, c'est les pratiques que je ne Qui maîtrise. évolue. Ben voilà, voilà. Mais aujourd'hui, en France, la vie professionnelle est terminée avant 60 ans, ou dans les 60 ans en réalité, hein.
Alors, donc tout ça, ça m'amène à la troisième question. Il y a quelques dizaines d'années, travailler pour le gouvernement était à la mode. Aujourd'hui, c'est le secteur privé qui est le plus populaire pour les jeunes actifs. De plus en plus, l'entrepreneuriat est aussi mis sur le devant de la scène. L'image d'une carrière de fonctionnaire est peut-être vieillissante. Est-ce que vous conseillerez à un jeune étudiant en finance ou autre d'ailleurs de s'orienter vers la fonction publique aujourd'hui? Alors, c'est très difficile de répondre parce que chacun est lui-même. Et, moi, je suis représentatif probablement d'une génération ancienne. Moi, je voulais aller vers le service public parce que ma vocation, c'est de servir l'intérêt collectif. C'est comme ça que je le concevais quand j'avais 20 ans. Mais je dois dire que pour beaucoup de jeunes, le service public s'apparente au fonctionnariat, c'est-à-dire à des systèmes ultra rigides. Et je dois dire, après mon expérience, qu'ils n'ont pas tort. Les systèmes publics sont extrêmement rigides et permettent assez peu d'innovation, d'initiative. Mm. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours pris un peu des chemins de traverse, j'ai toujours innové. Par exemple, ici à Toulouse, j'ai fait un partenariat avec l'éducation nationale, entre l'éducation nationale et la Banque de France. Mais je comprends que les jeunes aient soif de liberté Mhm. et aujourd'hui, nous battons en France des records de création d'entreprises. Auto-entrepreneurs. Bon. Donc, j'ai pas de conseils à donner. Peut-être que il vaut mieux inverser le raisonnement et à partir des matières qui vous intéressent, Mhm. de ce qui vous intéresse, voir s'il y a des débouchés intéressants dans le secteur public Mhm. et vous renseigner. Et après, vous faites votre choix vous-même. Par exemple, souvent, je dis aux jeunes, il y a beaucoup de métiers à la Banque de France différents et à la Banque centrale européenne encore plus. Donc, si vous choisissez les banques centrales, vous n'allez pas forcément vous enfermer dans un métier. Mais c'est à vous de partir de ce qui vous intéresse et de vous renseigner pour voir quels sont les débouchés. Donc ne pas avoir un point de vue idéologique de parti pris une fois pour Mm. toutes. Il faut être pragmatique. Bah, justement, en étant pragmatique, on peut se dire, en observant certains fonctionnaires, que c'est pas des métiers ou des catégories de métiers, même si évidemment il y a tout type de fonctionnaires, mais qui peuvent favoriser la liberté dans l'emploi ou l'innovation ou la prise de risque entre guillemets. C'était surtout à ce niveau-là ma question, parce qu'effectivement, on peut être fonctionnaire dans tout et dans tout type de secteur, mais le métier de fonctionnaire qui est encadré par le gouvernement et les institutions implique forcément un cadre. Et c'était à ce niveau-là Oui. que... Alors, moi, j'ai une analyse de la société française que je partage avec des amis toulousains. Je suis un fédéraliste, un décentralisateur. Notre État, en France, est le plus centralisé du monde, le plus rigide du monde, le plus vertical. Et donc, ça laisse peu de place pour l'initiative. Mais Mais ça a évolué, c'est ça qui est alors, drôle. alors il Parce qu'à pourrait, l'époque, oui, c'était pas comme ça. L'image était oui, bien, bien meilleure. euh, oui. Alors, par exemple, la Banque de France, dont j'ai vu l'évolution, a beaucoup évolué dans le sens de la décentralisation, de l'initiative, et donc j'ai connu cette évolution. Mais on reste quand même dans un pays qui est anormalement vertical, centralisé, et qui laisse peu de place aux initiatives. Et donc, il pourrait en être autrement. Et regardez, il n'y a pas de droit à l'expérimentation aujourd'hui dans les établissements publics. Donc, ça serait différent si on était plus décentralisé. Mais on reste un pays très centralisé. D'accord. C'est pour ça que j'ai des réserves. Voilà. Donc, pas trop de conseils, mais des explications Oui, qui... c'est-à-dire qu'en fait, le secteur public en France est dirigé par trois ou quatre personnes, en fait. Bon, alors un peu plus, peut-être si Les on. ministres, c'est ça? Oui, encore, même pas, si vous voulez, même pas. Tout est dirigé par le président, le secrétaire général de l'Élysée, le Premier ministre, le directeur de cabinet du Premier ministre. Bon, euh, je caricature un peu, Ce qui fait mais pas beaucoup de personnes, non, non, effectivement. mais on n'est pas dans des systèmes participatifs. Hmm. C'est pour ça que j'ai des réserves sur le secteur public. Mais servir l'intérêt public, je trouve que Noble cause, c'est une noble cause, tout exactement. à fait. Vous avez toujours été travaillé pour le secteur public? Il y a eu des moments dans le privé? Non, j'ai toujours travaillé pour le secteur public, mais Ok, dans des métiers complètement différents. oui. J'ai commencé ma vie professionnelle à l'INSEE. Bon, voilà. L'INSEE, pour moi, ça correspondait à mon idéal d'étudiant économiste au Mhm. service de l'intérêt public. Je suis passé à la Banque de France pour des raisons d'opportunité, parce que j'avais passé un concours de niveau plus élevé.
Et puis à la Banque de France, j'ai quand même fait des métiers assez différents. J'ai été économiste à la direction des études, à l'époque où euh, c'était ce qu'on appelait le tournant de la rigueur qui devait nous conduire à l'euro. Donc il y avait des enjeux passionnants que j'ai étudiés, que j'ai mis en forme. Bon, et je suis parti ensuite dans une ambassade à l'étranger en détachement pour la direction du Trésor, en fait. Donc c'est de nouveau du secteur du service public, mais dans un cadre complètement différent. Mmh. Et puis ensuite, j'ai rejoint le réseau territorial de la Banque de France en région parisienne de longues années. Puis ensuite, comme directeur départemental, directeur régional. Voilà. D'accord. Et parallèlement, j'ai enseigné à Clermont-Ferrand, où j'ai été en poste pendant 6 ans, 7 ans. J'ai été professeur associé à l'université. OK, super. Donc, cette petite question, c'était tout ça pour dire, donc moi, en tant qu'étudiant, vous disiez tout à l'heure que, il faut évaluer les opportunités, donc si on a envie de Oui, servir le service public, oui, oui, potentiellement, bah, donc, à la Banque de France ou dans une banque centrale oui, européenne. oui. Moi, en tant qu'étudiant, je me dis vraiment, c'est quand même des institutions prestigieuses dans lesquelles c'est peut-être un petit peu difficile d'accès, donc il faut avoir un certain niveau en finance, en économie et cetera. Comment vous l'avez, en fait, ma question, là où je voulais en venir, c'était, tout simplement, comment c'est rémunéré? Tout simplement. Quelles sont les rémunérations dans ce type d'institutions prestigieuses? Alors, à la BCE, c'est plutôt bien rémunéré puisque vous avez une franchise fiscale, hein, comme tous les fonctionnaires internationaux. Mmh. Donc, c'est entre guillemets surrémunéré, hein. Euh, bon, moi, le parcours que j'ai fait à la Banque de France, ma rémunération me convenait. J'imagine. Vous voulez savoir mon salaire en fin de carrière? Si vous êtes apte à Alors divulguer, oui, je peux vous en donner une fourchette, ouais. oui, une idée. Mais disons, j'ai terminé ma carrière comme directeur régional de l'Occitanie. Mmh. C'était un poste de fin de carrière. J'avais été avant directeur régional de la Basse-Normandie. Parce J'avais que d'ab- au-dessus, il y a quoi? Bah, au-dessus, il y a les grands directeurs de services centraux parisiens, voilà, et puis D'accord, les gouverneurs. Donc j'étais dans les cadres dirigeants, je dirais même j'étais dans le gratin des cadres dirigeants, voilà. d'accord. Mais c'est une fin de carrière, hein, et Oui, mais tout à fait. avant d'arriver là, il faut passer par des tas de postes intermédiaires. Alors, disons qu'avec les avantages en nature, fiscalisés, hein, on dit le directeur de la Banque de France a un bel appartement. Effectivement, il a un bel appartement, mais on ne peut rien en faire d'autre parce que il y a les services de caisse, Mmh. et donc on le loge là parce qu'il est mutable, et l'appartement est déclaré comme un avantage en nature. Je le dis au passage, hein. Oui, oui. Voiture de fonction, de service, ça dépend. Et là encore, c'est imposé. Bah, disons que j'avais hein, mais en gros, une rémunération de 11 à 12 000 euros par mois. D'accord. Mais Donc, c'était une fin de en carrière. fin de carrière, quoi. Voilà, voilà, voilà. OK. Donc ça reste des salaires du secteur public, hein. Et qu'est-ce qu'il faut en déduire? Bah, il Parce que moi, faut. j'ai une image des salaires en secteur public qui sont plutôt corrects en fin de carrière, Oui, à oui. des postes élevés, mais peut-être moins importants que le privé. Ah, oui, mais c'est ça, hein. C'est ça, C'est-à-dire OK. que on est très loin des rémunérations Du secteur, du secteur à privé. l'échelle, Voilà. ouais, ça, c'est ouais, Euh, c'est très français, ça aussi, hein. c'est Que quand très. on regarde les salaires Oui, des oui. directeurs généraux des banques françaises, Mm, si je prends par exemple Slawomir Krupa qui dirige la Société Générale, mm. qui touche à peu près quelque chose comme 6 millions par an, j'ai pas le chiffre exact en tête, et qu'on regarde à côté les autres grandes banques européennes comme HSBC ou UBS qui sont eux à 15 ou 16 millions, on se dit que c'est quand même assez étrange que par exemple même la BNP, dont le directeur général touche moins, donc quelque chose comme 5 millions, touche 3 fois moins, alors que c'est la plus grande banque française. Je pense que c'est assez français de plafonner les salaires dans les hautes échelles d'une carrière. Oui, parce que vous avez dans le secteur public des normes qui sont, vous avez le Conseil d'État, le vice-président du Conseil d'État, qui est une balise en quelque sorte de benchmark, le président de la République, qui a une rémunération relativement modérée, hein, Mhm. c'est, Bon, après, le président actuel n'a pas trop besoin, je pense. ça c'est autre chose, mais en gros 14 000 euros. Donc en fait, dans le secteur public, les rémunérations ne sont pas élevées. Voilà. Alors moi, ça m'allait tout à fait parce que C'était pas forcément le but premier. oui, c'était pas le but premier. Et puis, il y a quand même une sécurité Hmm. de l'emploi qui Oui, correspondait c'est vrai. bien Il faut contrebalancer, c'est vrai. à mon caractère, hein. Mais oui, oui, il y a des écarts très importants, Hmm. c'est sûr. Oui, mais comme vous le disiez, il faut rebalancer avec la sécurité aussi. Oui, Sécurité de oui, l'emploi.
Oui, mais c'est une banalité de dire ça, hein. Moi, j'avais fait ce choix dès le départ, hein, quand j'avais 25 ans. OK, d'accord. Heu, Maintenant, encore une fois, la limite, c'est la possibilité d'exercer sa créativité. C'est pour ça que le conseil que je donnerais à mes étudiants, c'est plutôt de choisir le métier qui les intéresse, la formation qui les intéresse, et après de voir les différents débouchés et de juger sur pièce, privé, public, vous voyez, mmh, de pas choisir au départ une institution ou un cursus, partir du métier. Et on peut d'ailleurs évoluer, par exemple, à la Banque de France, j'ai connu des gens qui ont évolué du contrôle bancaire, donc du statut de public, mmh vers des banques privées, hein. mh. Bah, de plus en plus, on voit ça, justement. Voilà, voilà. Donc, euh, en particulier pour la Banque Centrale Européenne, il y a beaucoup de métiers et de possibilités d'évoluer dans différentes voies. Si je peux me permettre, Oui, aujourd'hui, vous avez un certain âge, 71 ans, comme vous le disiez j'ai soixante et précédemment. onze ans, oui. Vous êtes cependant toujours très actif, donc sur LinkedIn, sur YouTube, mais aussi pour votre projet que vous développez, donc Vigieco, dont on va parler juste après. Malgré avoir dépassé l'âge de la retraite, donc de combien de temps du coup Ouais, moi, j'ai pris ma retraite à 65 ans, mais maintenant, j'apprends que... quand même? Oui, mais j'apprends qu'on peut aller jusqu'à 67 à Ah, la Banque de France. Donc, ok. Donc, malgré avoir dépassé l'âge de la retraite, vous semblez avoir une motivation qui me rappelle personnellement Warren Buffett. Maxime, qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? ce qui me motive par-dessus tout, c'est le besoin d'échanger, le besoin de contact et le besoin de transmettre ce que j'ai appris aux jeunes. Mhm. Voilà ce qui me motive. Euh, alors, je peux dire c'est une générosité. Alors, si je dis ça, je me présente comme quelqu'un de généreux. Bon, donc c'est un peu prétentieux, mais c'est le besoin d'échanger et de transmettre. C'est ça qui me motive. Et, D'accord. et fondamentalement, ce qui me motive, c'est de comprendre, car je suis toujours étonné de la manière caricaturale dont l'actualité est présentée, noir et blanc, rouge, Mhm. vous savez, où tout est caricaturé. Donc, moi, j'aime bien approfondir les sujets, les travailler en profondeur. Et comme on le disait tout à l'heure au sujet des risques financiers, de voir les écueils, de voir les... Parce qu'en fait, nous sommes dans une société où on nous habitue à ce à quoi on ne doit pas s'habituer. Mhm. Il ne faut pas s'habituer au réchauffement climatique, parce que sinon ça nous tuera. Enfin, ça tuera votre génération. Il ne faut pas s'habituer au déséquilibre financier. Il ne faut pas s'habituer à la dette, parce que nous allons être asphyxiés. Et donc, moi, je suis un peu un imprécateur. C'est-à-dire que enfin, les anciens disaient la vérité doit être cachée au fond du puits, parce que dans le fond, la vérité n'est pas bonne à dire, hein. Ouais. Mais moi, j'aime bien justement, c'est pas pour me faire remarquer, mais essayer de trouver ce que les autres ne voient pas ou ne disent pas. Mhm. Et ça me motive beaucoup aussi, le goût de la vérité. D'accord. Et vous disiez tout à l'heure, je rebondis sur ça, que une des choses qui vous permet de rester jeune, c'est justement d'être en contact avec des jeunes. Est-ce que c'est grâce à ça que vous êtes aujourd'hui présent sur les réseaux sociaux? Parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous, qui a une carrière publique, donc dans des institutions comme la Banque de France, et à un certain âge, être actif sur, par exemple, LinkedIn ou sur YouTube. Oui. Est-ce que c'est le fait d'échanger Bon, alors, disons, qui vous fait vivre? mes étudiants à Toulouse Business School, en général, je leur demande pas, ils adhèrent à mon réseau LinkedIn par Mhm. sympathie, mais les étudiants ne représentent qu'une minorité, même une petite minorité dans mon réseau. Mhm. Mon réseau est un réseau d'experts. Je publie tous les mois ma chronique pour le CEPS, donc ça, c'est une base minimale. Et bon, là, j'étais pas mal pris par la présidence du Rotary, mais j'essaye de commenter régulièrement les événements économiques et financiers en me basant sur... Vous savez, quand on a 71 ans et qu'on a étudié toute sa vie, ce qui est mon cas, on a un énorme stock de connaissances et de sources de réflexion. Mhm. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, et j'aime beaucoup échanger avec mes amis qui ont le même âge que moi. Mhm. Mais c'est peut-être ça qui explique que
je réagis beaucoup, hein, OK. Mais d'accord, mais c'est vrai que moi, si je réfléchis par exemple, aux gens de mon entourage, donc si je prends même mes parents Mmh. qui sont pas encore à l'âge de la retraite, mais qui se projettent Mmh, déjà, mmh. c'est clair qu'ils ont pas comme projet de, continuer de faire, leur travail, de continuer d'être, alertes sur ce qui se passe dans le monde d'un point de Mmh, vue mmh. politique ou quoi que ce soit. Ils prévoient surtout de déménager dans le sud où il fait plus beau, ils prévoient d'avoir des vacances tout au long de l'année. Mais vous, c'est complètement différent, vous avez vraiment cette motivation de continuer, de transmettre et de jamais s'arrêter, quelque part. Oui, alors ça, c'est un vrai C'est beau. sujet, merci. C'est un vrai sujet pour moi et pour ma femme. Parce que je me dis souvent: «Mais pourquoi je travaille autant?» Oui, parce que mais vous travaillez beaucoup quand même, mais mine de rien, pour je travaille même si beaucoup. c'est du plaisir. Oui, mais pourquoi je passe pas ma vie à me promener comme font beaucoup de gens? Tout à fait. Eh ben, dans le fond, parce que je pense que je m'ennuierais. C'est-à-dire que, ou pour le dire autrement, je ne me vois pas comme le centre de ma propre vie. Je suis plutôt tourné vers le monde, vers les autres, vers l'actualité, vers aussi les malheurs du monde, car on est dans un monde qui va très mal, hein. Bon, et donc, c'est ça qui m'intéresse, d'essayer de commenter ça pour trouver les solutions. Mmh mh. Alors peut-être que je suis pas assez égoïste ou assez tourné vers moi-même. Mais j'adore, rigoler, j'adore, bien manger, j'adore, boire un coup, Profiter. j'adore, profiter aussi. J'ai une belle maison dans l'Aveyron où je suis dans un univers atemporel, enfin, dans un très beau site. Donc, je suis tout à fait normal, mais Ça vous empêche pas de j'ai besoin de comprendre le monde, de comprendre comment il c'est un fonctionne, besoin. de dénoncer ce qui doit être dénoncé, de m'engager et de transmettre aux jeunes. Et pour répondre à votre question, tout s'est fait un peu par hasard. Je suis rentré à Toulouse Business School, ça c'était pas un hasard, mais c'était en 2019, nous sommes en 2025. Mmh mh. Et ma charge de travail a plutôt augmenté parce que Philippe Pessin m'a demandé d'en faire plus. Donc je ne l'avais pas prévu. Mais quand je dis à Philippe: «Mais pourquoi tu me demandes ça?» il me lit les évaluations des étudiants. Alors c'est plutôt sympathique parce qu'elles sont bonnes. Ça c'est bonne. LinkedIn, c'est un copain à moi qui est un peu ma référence à la Banque de France, qui m'a dit: «Tu devrais rentrer sur le réseau LinkedIn» et puis si je rentre quelque part, c'est pour agir. Donc au bout de 2 ans, j'ai un petit réseau, mais enfin, il y en a qui ont beaucoup plus que moi, hein. Bon, Tout il y a c'est toujours plus de il toute y a façon. toujours plus. Et quand vous dites la maïotique, ma chaîne YouTube, c'est un copain qui est prof de maths à Albi qui m'a proposé de faire ça. Mmh mh. Et je l'ai fait par amitié aussi. Donc, ça se fait assez naturellement. Mmh mh. Mais ça correspond à un besoin de comprendre, d'agir, de comprendre, de commenter, d'agir, de dénoncer, de valoriser. OK. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire que c'est une passion, la finance? Alors, moi, c'est plus que la finance, c'est la macro, c'est une vision globale. Je pense que la finance peut être une passion, oui, oui. Donc c'est surtout par plaisir au final Oui, parce que que tout alors ça s'articule? moi je m'enrichis pas, hein. Enfin, Oui, bah, je me doute que c'est pas je pour suis un ça. enseignant fondamentalement, hein. Mmh. Je suis un prof, hein. Mmh. Bon, et puis j'ai pas besoin de m'enrichir d'ailleurs. Enfin, D'accord. Bah, super. Bon, on a compris que vous étiez toujours très motivé, et ça fait plaisir. oui, et franchement, pour vous le dire, puisque peut-être ce sont mes étudiants qui vont m'écouter, c'est un. Vous savez comment je commence mes cours? Alors je le dis quelquefois à des amis au Rotary ou ailleurs, ils comprennent pas. Je dis quand je commence un cours, je dis quel va être le plan, et après je commence par les questions. Parce que en commençant par les questions, ça me permet de me mettre au service des étudiants. Mmh. Et les questions, c'est qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous voudriez savoir que vous ne savez pas? Et enfin, c'est de se mettre au service des autres. Et ça marche très bien. Alors au début, vous savez comment les étudiants, ils se mettent toujours au fond. Je leur dis non, ne vous mettez pas au fond, approchez-vous, on va échanger. Oui, j'ai mémoire Ben de voilà, ces échanges. pour moi ce qui est passionnant, c'est l'échange, Mmh hein, mh. et de me mettre au service des autres dans l'échange. Tout Et à fait. après, ça se traduit par j'envoie des documents, enfin voilà, c'est ça ma passion, hein, D'accord. Bon, on va parler d'une autre de vos occupations, qu'on a déjà un tout petit peu évoquée. Donc j'ai cru comprendre que Vigieco, enfin, j'ai cru comprendre de Vigieco que c'était un projet qui a pour but d'aider les épargnants à protéger leur argent. Moi, protéger mon argent, ça m'intéresse, mais le protéger contre quoi au juste? Quels sont les risques et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet? Alors, Vigieco, c'est une petite société de type SASU que j'ai créée pour porter mes enseignements à Toulouse Business School, puisque
euh, C'était imposé. voilà, et vigie, vous voyez ce que c'est qu'une vigie sur un bateau et l'économie. Donc, mon état d'esprit, c'est bien ça, c'est d'être vigilant sur l'économie pour essayer de voir avec d'autres, hein, parce que j'interagis en permanence, ce que les autres ne voient pas pour pouvoir l'annoncer dans mes séminaires et avoir une politique de séminaire. Et en particulier, dans les échos de ce matin, par exemple, vous avez une information qui est rappelée, qui est bien connue, c'est que l'épargne des Français représente aujourd'hui le double de la dette. La dette, c'est 3200, 3300. L'épargne financière des Français, hors immobilier, hein, c'est plus de Mmh. 6000. Alors, il y a quelque chose, car dans le fond, nous sommes tellement habitués que nous ne voyons plus les choses. Souvent, on a des choses sous les yeux qu'on ne voit pas. Mmh. Euh, la dette augmente sans cesse. Et mathématiquement parlant, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Tirole, enfin, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel pour le dire, il suffit de savoir compter. La dette augmente sans cesse puisque nous avons un déficit primaire qui représente 120 milliards d'euros, qui est le plus important de la zone euro. Le Mmh. déficit primaire, c'est le déficit avant le paiement des intérêts. Mmh. Et à côté de ça, nous avons un taux de croissance nominal, on va dire 0,7 parce qu'on est gentil, plus une inflation de 1,5. Bon, alors on va dire 2,2, 2,3, qui est nettement inférieur au taux d'intérêt long terme qui était ce matin de 3,3. Mmh. Donc le bateau prend l'eau des deux côtés Mmh. de la coque. Donc le bateau coule. Mais l'esprit humain est ainsi fait que euh, on croit que tout ce que nous avons connu va continuer. Mais non, il y a un moment donné où nous C'est des serons. cycles. Ben, oui, ce sont des cycles. Et à un moment donné où nous serons asphyxiés. Cette année, nous avons 67 milliards de charges financières. L'année prochaine, nous en aurons 80 milliards. Et certains prévoient, à échéance de 2027, 2029, 95, 100 milliards. Et donc, moi, je dis aux épargnants, attention, parce qu'il y a un moment donné où il y aura des mesures palliatives, quel que soit le gouvernement, du centre, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ça n'a aucune importance. Il y a un moment donné où on prendra dans la poche des Français, parce qu'il faudra trouver de l'argent pour payer. Et donc, je dis, votre épargne, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, vous avez beaucoup de messages de ce type sur le réseau LinkedIn, hein, vous en avez parlé. Euh, je dis, faites attention à ce que vous faites de votre argent. Mmh. Mais quand vous dites les épargnants, moi, épargne, dans ma tête, ça veut dire livret A ou livret bancaire. Est-ce que vous pouvez préciser? Alors, livret A, ça ne risque rien parce que c'est sacro-saint, le sacro-saint livret A. Et si on prenait le livret A, ce serait vraiment. La fin des temps. Comment? La fin des temps. La fin des temps. Oui, vous avez raison. Bon. Simplement, quand on est un plus gros épargnant qu'un jeune qui a un livret A, euh, comment il faut voir l'immobilier, comment il faut voir la bourse, comment il faut voir les assurances vie, comment il faut voir l'épargne liquide abondante sur différents livrets, Mmh. et comment il faut voir les investissements dans des biens réels. Eh bien, moi, je me suis élaboré une petite politique que je m'applique d'ailleurs à moi-même. Je ne suis pas un très gros épargnant, mais à 71 ans, j'ai quand même accumulé une épargne. Et je dis, faites attention à ce que vous faites. Oui, donc on est à Euh, l'abri nulle part, là, comme vous venez de le Alors dire. voilà, vous avez très bien compris. On peut détailler un tout petit peu sans être trop long. L'immobilier. Bon, C'est compliqué quand l'immobilier, même, c'est des biens physiques, on ne peut pas vous le prendre. Oui, sauf que c'est les l'immobilier clés de est la maison. aujourd'hui à un prix qui reste encore très élevé. Et je pense, comme Marc Toiti, par exemple, que le prix de l'immobilier peut encore baisser. Pourquoi? Parce que, on n'en a pas parlé dans notre échange, mais les taux d'intérêt long terme risquent de monter partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une épargne qui diminue avec le vieillissement de la population. Les banques centrales, on l'a dit tout à l'heure, font des politiques de quantitative tightening, c'est-à-dire le contraire de quantitative Easing. easing. Donc, elles sont moins demandeuses de titres. Mmh. Et enfin, les besoins d'investissement pour la transition énergétique, climatique, la défense, etc., augmentent. Mmh. Donc mécaniquement, les taux d'intérêt vont monter. Et si les taux d'intérêt montent,
le prix de l'immobilier baissera encore. Alors, ensuite, on arrive sur une limite, c'est les pénuries de logements. Mais même si l'immobilier est un bien très sûr, je dis attention de ne pas acheter trop cher. Mmh. Bon, la bourse, c'est le même raisonnement. La bourse, enfin, regardez les courbes, hein, vous avez. Alors, moi, je suis abonné au graphique de Marc Toiti. Marc Toiti n'est pas parfait, mais il fait de beaux graphiques. Bon, ben, vous voyez que les bourses sont à des niveaux très élevés. Ça fait à peu près 10 ans là que ça fait que monter Mais presque. exactement, exactement. Et si vous estimez, comme moi, que le taux de croissance, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de l'estimer, il suffit de regarder, le taux de croissance est tendanciellement à la baisse, Mmh. pour des raisons physiques, énergétiques, Enfin, ça j'ai- dépend des zones quand même. ça dépend des zones, mais regardez la Chine. La croissance chinoise, pardon, Prenez votre temps, prenez votre temps. la croissance chinoise à 7-8% est terminée. Mmh. Et la croissance mondiale à 5-6% est terminée aussi. Donc attention, attention, les arbres ne montent pas au ciel. Mmh. Alors on disait quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, donc il faut faire attention à Alors son épargne. ensuite, les assurances vie, eh bien, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi Sapin 2. Mmh. L'État peut réquisitionner les assurances vie. Il y avait un plafond de 100 000, si je ne dis pas de bêtises? Oui, exactement. C'est-à-dire que l'État peut réquisitionner. Vous avez une garantie. Alors, il ne faut pas tout mélanger, mais en cas de faillite du système bancaire, on en est loin, mais vous avez une garantie à 70 000 euros. Mmh. Et ensuite, vous avez la possibilité pour l'État, loi Sapin 2, de. Loi Sapin 2, il y a tout ce qu'on veut dedans. Il y a ce qui a permis de condamner Madame Le Pen. Enfin, c'est une loi. Ouais. Bon. La loi Sapin 2 permet à l'État de bloquer les retraits d'assurance vie pendant 6 mois. Bon. Eh bien, peut-être qu'un jour, ça se fera. Mmh. Peut-être qu'un jour. 6 mois, c'est pas si large que ça au final. Oui, mais il peut reconduire 2 fois. Il peut reconduire une OK, fois. ça Bon. fait 18. Bon. Et donc, quand vous voyez que cette limitation n'existe pas au Luxembourg, mais le Luxembourg, c'est plus de 100 000 euros, bah, vous vous dites, tiens, est-ce qu'il ne faut pas conseiller aux gens qui ont beaucoup d'argent d'investir sur un suivi au Luxembourg? Et ça, c'est ce que vous faites donc avec Vigéco, vous conseillez Non, un petit alors, peu? Vigieco organise des séminaires. J'ai un panel de séminaires. Alors, ces derniers temps, j'ai été pris par d'autres activités, mais là, je vais les relancer. Et je suis prêt ici à Toulouse, à faire réfléchir des petits groupes de gens sur comment protéger son épargne. D'accord. Je prends un exemple très simple. Je pense qu'investir dans des biens réels, forêt pour trouver de l'eau, par exemple, bah oui, c'est très intelligent parce que, Comme un investissement. comme un investissement, investir dans sa maison, dans une pompe à chaleur, euh, enfin, moi j'ai un petit héritage, là, je vais en partie l'investir dans ma maison de l'Aveyron parce que je trouve qu'on crée de la résilience, on crée du bien-être, du confort et de la résilience. C'est une bonne option. Une autre option, c'est aussi d'investir dans les comptes courants de sa société Mmh. ou de la société de ses amis, de ses parents, de ses enfants, de ses copains. Euh, vous avez une rémunération qui peut atteindre 3,8% à la banque. Et là, vous disparaissez en tant que personne physique. Mmh. Ce qui veut dire que si un jour l'État décide de réquisitionner, c'est très facile de décider d'avoir des listings de qui a plus de 50 000 euros en banque sous des formes liquides et de décider un prélèvement obligatoire. Et d'ailleurs, le directeur général du Fonds monétaire international, qui est toujours très médiatisé, Monsieur Olivier Blanchard, qui travaillait avec Madame Lagarde à l'époque, l'avait proposé. Donc, je dis attention à l'épargne parce que quand l'État ne pourra plus financer une dette qui augmente sans arrêt, c'est pour ça que M. Bayrou est très inquiet, hein, parce qu'il sait tout ça, mais il ne peut pas l'expliquer aux Français parce que c'est technique et qu'il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de Mmh. relais. Hein. Vous ne voyez pas un média qui va expliquer aux Français que on est en train de faire faillite. Bah si, nous, Ah, parlons finance. exactement, exactement. C'est-à-dire que si on explique ça à des jeunes, en faisant les équations, ils le comprennent. Mmh. Mais ça n'intéresse personne. Euh, Pourtant, c'est primordial.
Comment? Pourtant, c'est Et primordial. pourtant, c'est primordial. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans un phénomène que le philosophe allemand, dont le nom m'échappe, appelle supraliminaire. C'est-à-dire que nos réseaux de neurones ne peuvent imaginer que des choses que l'on connaît. Bon, Mmh. la guerre, c'est un concept qui a tellement hanté l'humanité qu'on peut imaginer ce qu'est la guerre. Mais par exemple, le fait que la France s'endette depuis 50 ans, ça paraît normal, on s'endette, on s'endette. Mais le fait qu'il y ait une limite à l'endettement, ben non, on ne l'a pas expérimenté. Alors on l'a expérimenté sous la Révolution française, d'ailleurs c'est ce qui a provoqué les États généraux à Versailles, hein. On l'a expérimenté dans l'histoire, mais dans les générations actuelles, on ne l'a pas expérimenté. Et un jour, on va l'expérimenter. Mais le système médiatique ne permet pas de prévoir ça. Et qu'est-ce qui se passera ce jour? Ouais, ce jour-là, ce que nous risquons, c'est d'être sous tutelle. Mmh. Sous tutelle de qui? Des institutions européennes, qui apporteront du financement par le biais du mécanisme européen de stabilité. Alors là, je vous renvoie à mon enseignement, je crois que je l'ai évoqué le dernier jour, ou à la BCE, encore que la BCE ne peut pas faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, nous serons sous tutelle, c'est-à-dire qu'il y aura un plan pour la France. Mmh. Tout à l'heure, on parlait de la retraite à 67 ans, ça sera la retraite à 67 ans tout de suite. Mmh. Et vous aurez d'ailleurs aussi une baisse des pensions de 20%, hein, qui est déjà d'ailleurs dans l'air, les études sur la France. Mais pour le moment, nous volons de nos propres ailes et nous nous enfonçons. On vole pas très haut pour Et on l'instant. vole pas très De haut, et moins on en moins vole haut, pas en tout très haut. cas. Et vous avez raison. Donc il y a ça. Et deuxièmement, moi je le vois comme une mesure palliative de puiser dans la poche des épargnants, Mmh. parce que, bah, encore une fois, et c'est peut-être ce qui fait que les taux d'intérêt, le spread, on a beaucoup parlé des spreads ensemble, elles ne sont pas, bah, ils sont élevés, 0,70, 70 points de base ce matin, c'est plutôt élevé historiquement, mais c'est pas encore très très élevé. Mmh. En 2012, on était à 120. C'est que les marchés disent, bah, la France, il y a une épargne énorme, et vous savez qu'elle a augmenté ces dernières années, hein. On est à 18% à peu près. Alors qu'en moyenne longue, on était à 14-15%. Mmh. Et Donc les taux deuxièmement, étaient hauts sûrement. il y a un président de la République, quel qu'il soit d'ailleurs, ça n'a aucune importance, qui peut, avec l'article 16 de la Constitution, suspendre le Parlement pendant 3 mois pour appliquer des mesures d'urgence. Mmh. Dans l'hypothèse où la France, c'est la Constitution qui le dit, ne serait plus en mesure de tenir ses engagements internationaux. Mmh. Donc, si vous êtes créancier, vous dites, bah, la France, c'est un pays très mal géré, mais dans le fond, on sera toujours payé parce qu'il y aura toujours des mesures palliatives. D'accord. Et si on prend un peu Sauf que une. qui c'est qui va payer? C'est pas vous, les jeunes, c'est plutôt nous, hein, ma génération. Mmh. Et donc, pour ma génération, je dis, ben, il faut peut-être réfléchir un peu pour protéger votre épargne. Est-ce que, on peut comparer un peu la situation actuelle à celle de la Grèce? Et question complémentaire, est-ce qu'en Grèce, ils ont pris dans l'épargne des citoyens? Alors, non, mais les retraites ont baissé de 30%, hein. Mmh. Enfin, je dis ça comme ça à la volée, hein, les retraites ont baissé de 30%. Donc, nous ne sommes pas dans la situation où était la Grèce Pas en encore. 2011, mais comment? Pas encore. Pas encore, mais regardez, je crois qu'on en a parlé pendant mes enseignements, la France est le pays qui a le déficit primaire le plus élevé de toute la zone euro. La France a une situation financière courante qui est, à bien des égards, beaucoup plus détériorée que l'Italie. Mmh. Alors l'Italie a un niveau d'endettement plus élevé, mais nous, notre dette augmente sans cesse, alors que la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, regardez le Portugal s'est redressé, sont des pays qui se redressent. Mmh. Et donc, pour moi, si nous étions sous tutelle, la première mesure qui serait prise, c'est une baisse des retraites d'environ 20%. D'accord. Et alors, je ne vais pas citer mes sources, mais j'ai des sources, hein. Bon, D'accord. il y a des gens qui pensent à ça, hein. Et ça découle tout simplement des chiffres dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui sont là. Et donc, si vos parents qui veulent investir dans les vacances ont une baisse de leur retraite de 20%, ben, il faut qu'ils pensent à ce qu'ils vont faire de leur épargne quand même, hein, parce que la vie, enfin, c'est l'idée que la vie ne sera pas toujours égale à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est naturel, de toute Oui, façon. mais regardez qui avait prévu le Covid. Alors,
Il y a beaucoup d'institutions, contrairement à ce qu'a dit M. Macron à l'époque, qui avait prévu le Covid. La Défense nationale, l'Organisation mondiale de la santé. Mais quand c'est arrivé, on vous dit personne ne l'avait prévu. Mmh. 2008, contrairement à ce que disait le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, qui disait personne ne l'avait prévu, si, il y avait un grand économiste qui l'avait prévu, Nouriel Roubini. Donc, quand les crises arrivent, c'est trop tard. Mmh. Et on vous dit personne ne l'avait prévu. Mais non. Certaines personnes, oui. Mais oui, Une bon, poignée malheureusement, mais comment? une poignée seulement en Une général. poignée, voilà. Alors, vous avez très bien compris le sens de ma vie pédagogique. C'est que moi, ce qui m'intéresse, je ne me prends pas pour quelqu'un de très intelligent, mais ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la poignée de gens bien informés, qui ont vu ce qu'il fallait voir, et de Mmh. le transmettre aux jeunes. Et bah, Voilà. c'est une noble cause. Oui, pour que les jeunes ne soient pas dupes. Mmh. Est-ce que vous avez, en tête une deadline? Je vais pas dire ça comme ça, mais vous pensez que la situation sera trop tard pour la France? D'ici combien de temps? D'ici combien de temps est-ce qu'on pourrait être placé sous tutelle et avoir un scénario catastrophe? Ben, ça dépendra des marchés, de l'opinion que portent les marchés. Là, il y a quelque chose d'un peu bizarre que je n'arrive pas à bien expliquer, c'est que les agences de notation ont arrêté leur travail. Bon, Dégrade pas plus oui, que alors ça. Fitch avait annoncé la dégradation, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il y a des influences qui s'exercent sur eux? Certainement. Est-ce qu'on considère que la France est un trop gros débiteur pour prendre le risque d'une crise? Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment donné où les charges financières vont nous étouffer. Ça, c'est mécanique, hein. Mmh. Donc, et puis il y a un moment donné où les créanciers demanderont des spreads plus élevés, hein. Mmh. Donc, je ne sais pas répondre à cette question parce que c'est très confus. Oui, Co- c'est co- compliqué, hein. Comment M. Bayrou va faire son budget? Personne ne le sait, Mmh. hein. Il cherche 40 milliards, mais quand vous lisez bien, la Commission européenne estime que les 40 milliards qu'ils cherchent correspondent à une situation de déficit de 5,7% du PIB. C'est gigantesque. C'est 2 fois la moyenne de la zone euro. Et ils vous disent qu'il ne va pas en sortir, c'est-à-dire qu'il va rester à 5,7. Mais s'il reste à 5,7, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, logiquement, nous devrions être dégradés. Mais maintenant, les agences ont décidé de plus dégrader. Alors, enfin, je ne sais pas ce qu'elles ont décidé. Je n'arrive pas à le commenter. Et personne n'arrive à le commenter. Mmh. Euh, Mais est-ce que ça peut arriver à tout moment selon vous? Ce non, scénario alors non, catastrophe? pas à tout moment. Normalement, on le voit arriver. On le voit arriver parce OK. que il faut suivre les spreads. Moi, les spreads, je les Oui, voilà, suis c'est ça. tous les jours. Tous les jours, je regarde les spreads. Pour l'instant, on le voit pas Honnête, arriver. oui, enfin, sauf que moi, quand j'avais. Je suivais déjà les spreads quand j'avais 40 ans. On était à 15 points de base. Mettons, le premier gouvernement Juppé, enfin, le premier gouvernement Chirac, on était à 15 points de base. Euh, la crise financière des dettes souveraines, 2012, on est monté à 123. Ces dernières années, on était à 25. Mmh. Et là, depuis la dissolution, on est monté à 90. Maintenant, on est à 70. Et on est à 70 tous les jours. Oui, mais 70, c'est plus que le Portugal. Mmh. Quand même, vous vous rendez compte, la France qui emprunte a des taux plus élevés que le Portugal. Et c'est plus que l'Espagne. Mmh. Donc la situation s'est détériorée. Mmh. Mais il n'y a pas d'information du grand public français là-dessus. Pas assez peut-être. Oui, pas assez. C'est pour ça qu'il faut, mettre en avant des moyens de communication justement pour avertir, tout le monde. Il faut avertir parce que la réalité prend toujours le dessus sur la fiction. Mais quelque part, c'est pas on part pas de zéro puisque si on est au courant de ça, bon vous c'est un peu plus normal, mais moi à 21 ans si je suis au courant de ça, c'est quand même que bon certes je suis en finance, je fais un master en finance, mais c'est quand même qu'on a été un petit peu avertis. Après il Oui, faudrait que ce soit quand même, bien sûr, mais vous êtes très grave plus public. spécialisé, vous êtes très orienté, Mmh. hein, vers la recherche, vers C'est la vrai, recherche de l'information. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La grande masse des Français ne savent pas, quoi. Ouais. Ils le verront venir quand ce sera là, quoi. Ils risquent de le voir venir trop tard. Mmh. Alors OK. moi, je le vois venir, c'est-à-dire que pour moi, je pense que mon niveau de vie baissera de 20 à 30%. Quand même. Oui, dans les années qui viennent.
Dans les années qui viennent, donc dans les années c'est qui viennent. moyen terme, quoi, c'est pas long terme. Moyen terme, exactement, moyen terme, c'est exactement ça. C'est-à-dire entre 2, 3 ans, 4 ans, je le vois comme ça. Du fait que potentiellement les retraites soient baissées Du fait que je pense que ma retraite sera abaissée, je pense que je risque de perdre une partie de mon épargne. Ah oui? Alors justement, je la mets à l'abri, enfin, je reste discret sur ce que je fais, hein, je ne vais Mmh. pas m'exposer. Et voilà, et puis il y a des gens aussi qui devront aider leurs enfants parce que ben, les enfants auront des difficultés. Et ce que je regrette, si vous voulez, c'est que on puisse pas, ceux qui sont responsables de l'État ne puissent pas dire plus franchement la vérité aux Français. Moi, l'année dernière, j'ai Mmh. contribué à la commémoration du président Pompidou, qui est décédé il y a 50 ans. Et j'ai beaucoup étudié son éducation à Albi. Le président Pompidou, quand vous regardez ses conférences de presse, vous les regardez sur l'INA, il disait les choses aux Français. Mmh. Il était à la fois bonhomme, érudit, il avait de Prenez l'autorité, ses il responsabilités. prenait ses responsabilités, c'était un grand prof, bon, et il entraînait le peuple. Aujourd'hui, on commente, on fait des commentaires, on se fait interviewer, non, non, un chef d'État doit entraîner et dire, là, bon. Or, Mmh. aujourd'hui, eh bien, on ne dit pas la vérité aux Français, hein. C'est pas qu'on la cache, c'est pas qu'on mente, c'est qu'on ne dit pas la vérité et qu'on ne trace pas la route. Mmh. Le plaisir que j'ai eu avec vous, c'est justement de pouvoir dire des choses vraies. Voilà. Mmh. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais effectivement, de la bouche d'un président, ça pourrait, alerter un peu plus la population. De la vôtre aussi, mais on est en comité restreint, Oui, oui, comme oui, on peut dire, absolument, donc ça absolument. a pas le même écho. Oui, mais si vous réfléchissez, Samy, les choses vraies, ne- Sont difficiles à dire. elles sont forcément réservées à une élite. Mmh. Ouais. Parce que Bah, déjà, il faut la comprendre. ben, il faut comprendre, il faut avoir un peu de formation, il faut avoir envie de voir le vrai, il faut sortir du monde du spectacle. Là, on fait pas un spectacle. On est comme deux amis, un prof, un étudiant, avec une grande maturité, parce que c'est pas n'importe. Hein, c'est quoi? C'est un master, c'est bac plus Spécial 6. Hein. c'est bac+6. Bon, donc moi, je vous considère comme de vrais adultes, bon, du même niveau que moi, même si j'ai plus d'expérience que vous. C'est un échange privilégié. Mmh. On n'essaye pas d'avoir des parts d'audimat, on n'essaye pas de faire un spectacle. Vous Mmh. voyez, bon, donc ça, c'est rare quand même, hein, c'est réservé à un public rare. Mmh. Hein. On enchaîne. Quelques grands pays pourraient voir disparaître leur monnaie nationale, comme Oui, le Brésil, le Nigeria, oui, l'Indonésie, la oui. Turquie ou l'Inde. Donc ça, c'est une phrase de Jacques Attali, et justement, j'ai pu constater que vous aviez un certain intérêt pour plusieurs économistes, comme vous l'avez dit pendant ce podcast, et comme ce dernier qui a récemment rédigé un article sur les Échos parlant d'un remplacement de la confiance des monnaies vers les crypto-monnaies, et plus précisément des stablecoins. Oui. Donc à Toulouse, on a quelques professeurs qui sont anti-crypto et qui interdisent même le mot crypto-monnaie. Pensez-vous qu'une crypto-monnaie comme le stablecoin Tether a le potentiel de remplacer ou de rivaliser un système monétaire comme l'euro ou le dollar? Alors moi, je parle pas de crypto-monnaie, je fais partie de ces méchants professeurs-là. Ah. Je parle de crypto-actifs. Mhm. Mais pourquoi? Parce que pour moi, il n'est de monnaie que de services publics, de biens collectifs, et c'est pas du blabla ce que je vous dis, hein. C'est la théorie de l'information qui est une réfutation de la thèse de Hayek sur les monnaies concurrentes, parce que l'information, c'est une externalité positive. Et ce que la Banque centrale apporte, c'est que vous savez, vous, ce que vaut l'euro, vous avez une idée, parce que vous connaissez les objectifs, vous connaissez les indicateurs, etc. Alors que si vous devez choisir entre 10 monnaies différentes, le coût de l'information n'est pas évident. Alors, stablecoins, c'est très bien, parce que Vous l'avez lu l'article, c'est ça? oui, oui, bien sûr. Stablecoin, ça veut dire que vous avez un cryptoactif numérique qui est basé sur la blockchain, Mhm. mais dont la contre-valeur est garantie par une conversion avec de vraies monnaies de banque centrale, Certes. ou même une seule, ou un panier. Hein. Mhm. Ça peut être l'euro, ça peut être le dollar, ça peut être un panier. Bon. Donc, c'est stable. Moi, ce que j'aime, fondamentalement, ce que j'aime, c'est le mot stabilité. Hein. Dans les Mhm. banques centrales, nous sommes des passionnés de la stabilité. On retrouve la notion de service public. Mhm. Parce que le service public, c'est de donner au public une Un stabilité, cadre un cadre rigide. stable. Et, et- et- et ce cadre stable profite toujours aux plus faibles, enfin ceux qui sont les moins informés. Mhm.
Donc, je pense que les stablecoins ont un avenir, oui. Alors, pourquoi Jacques Attali va-t-il jusqu'à l'idée de disparition de monnaie? Alors, c'est très osé ce qu'il dit là, hein. Mais vous avez d'abord le projet un peu chimérique pour le moment de la monnaie des BRICS. Mmh. Et justement, ce sont ces pays-là. Mmh. Ces pays-là qui pourraient renoncer à leur propre monnaie contre une monnaie commune dont la base serait la monnaie chinoise, mais où il pourrait y avoir un panier de monnaie. Bon. Il y a ensuite une autre idée derrière, c'est que avec les gesticulations du président Trump, le dollar est une monnaie de plus en plus casse-gueule. Mmh. Et d'ailleurs, Trump lui-même vous dit, ou enfin ceux qui travaillent pour lui disent qu'ils veulent déprécier le dollar. Et donc, des monnaies liées au dollar sont pas forcément de bonnes monnaies si le dollar se déprécie. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et en même temps, si les gesticulations de Trump, alors je dis gesticulations parce que je crois qu'un bon président, c'est quelqu'un qui doit créer de la stabilité et de la confiance. Et il fait exactement le contraire. S'il continue, il va faire monter les taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt montent, ça va se traduire par des fuites de capitaux des pays dont vous parlez à l'instant. Donc, pour toutes ces raisons, parce que Jacques Attali n'est pas, c'est un esprit classique, organisé, méthodique, et c'est pas une plaisanterie ce qu'il dit, hein. Donc, il va un peu loin dans la vision, sans doute, mais c'est ce que C'est peut-être j'aime. une vision long terme aussi, Oui, c'est pas pour oui, tout de mais suite. c'est ce que j'aime bien chez lui. Et effectivement, ça a du sens dans ce contexte de dire que les stablecoins sont des actifs qui peuvent remplacer en partie les monnaies. Mais n'oubliez pas que le stablecoin, il est lui-même Adossé, adossé à des grandes monnaies de banque centrale. mmh. Mais ça laisse à réfléchir quand même, pour un avenir à long terme de potentiellement pouvoir, payer sa baguette de pain avec un Oui, stablecoin, même pourquoi pas un bitcoin. oui, On enfin, n'y est pas, c'est mais c'est plutôt l'épargne, c'est plutôt mettre son épargne dans un stablecoin. c'est beau, si c'est Parce que possible aussi, ça ouais. sera quand même plus pratique de payer la baguette de pain à 1 euro. Et puis vous avez derrière aussi un projet en 2027, c'est un de mes amis qui en est chargé à la Banque de France. C'est un projet européen et même mondial, hein, mais pour l'Europe, c'est 2027. C'est le projet d'euro numérique, c'est-à-dire de monnaie fiduciaire numérique, Donc supporté par une blockchain? supporté non pas par une blockchain, mais par simplement des écritures bancaires numériques, mais qui sont des écritures sur la banque centrale. C'est-à-dire que le billet que j'ai dans ma poche, là, c'est peut-être un peu théorique ce que je vais vous dire, mais c'est une créance que j'ai sur la BCE. Mmh. Mais ça se traduit par un bout de papier. Et ce bout de papier, s'il y a les signes de sécurité qui sont les meilleurs du monde, crée naturellement confiance. Eh bien, l'idée, c'est que ce bout de papier, on en fera, enfin, il disparaîtra pas complètement, mais on en fera une écriture électronique. Et que vos billets, vous les aurez électroniquement sur votre compte en banque. Mais ça ne sera pas une créance sur la banque, ça sera une créance sur la BCE. Mais c'est déjà le cas plus ou moins. Ce que j'ai comme argent, sur mon compte Oui, oui, bancaire, oui. je l'ai pas forcément en billets à côté. Donc c'est déjà une monnaie électronique en quelque sorte. Oui, alors je comprends ce qui vous échappe, c'est qu'en fait, là, il s'agit d'une écriture électronique sur la banque centrale. C'est-à-dire que vous, votre monnaie là, électronique est la même que la mienne, elle est sur notre banque. Mmh. Mais là, elle serait sur la banque centrale. C'est-à-dire qu'en fait, cette, cette monnaie, ça serait, si vous payez votre banque, ça serait une créance que la banque aurait sur la banque centrale. Mmh. Vous voyez. Et d'ailleurs, les banques elles-mêmes pourraient intérêt à en avoir parce que aujourd'hui, détenir des billets de banque, ça pose des problèmes de sécurité, de conservation, c'est très chiant, Mmh. un jeu de sécurité, Bon, etc. c'est mené à disparaître selon moi, c'est mon opinion. Alors, justement, ça c'est un débat que j'aimerais avoir ici avec mon ami qui est chargé de ce projet. J'avais amené la sous-gouverneure quand j'étais directeur régional. On pourrait peut-être l'inviter ici, si, parce que lui, il veut faire des conférences là-dessus. Donc, si vous, je pourrais faire l'intermédiaire, Mmh. c'est de lui poser la question, parce qu'il y a plusieurs enjeux là derrière, énormes. Il y a ce que vous avez dit, qui peut être d'ailleurs plus ou moins hypocrite, de dire non, 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 le billet ne va pas disparaître, et puis finalement il disparaît. Derrière ça,
vous avez la possibilité d'arbitrer ou de ne pas arbitrer en cas de crise financière. Parce que si vous retirez vos avoirs liquides, c'est très difficile aujourd'hui, hein, mais enfin, vous pouvez théoriquement, hein, Mmh. retirer. Vous arbitrez. Vous arbitrez et vous n'êtes pas captif du système bancaire. Et il y a ensuite ce que l'on disait tout à l'heure quand on parlait de la protection de l'épargne, Mmh. c'est que cet arbitrage que vous pouvez faire, dans le fond, moi, si je vais à ma banque à Toulouse, je vais dire, écoutez, ça vous plaît pas, mais je vais retirer 50 000 euros. Voilà. Alors, vous avez 15 jours, d'accord. Pourquoi? Parce que voilà, j'en ai besoin. Et je Ouais, il les. faut justifier en général quand même, Alors, hein. voilà, non, non, mais Ça ne suffit pas non, mais de je les garde chez moi. Je les garde chez moi. Je vais rien payer avec, mais je les garde chez moi. Voilà, et c'est mon affaire. Bon, il peut pas m'empêcher. mmh. Alors, je vais signer des tas de papiers, on va me dire ceci, cela, on va tout faire pour me dissuader. Mmh. Mais je le peux. Mmh. Le jour, si un jour il n'y a plus de billets, nous devenons captifs du système bancaire et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les manipulations sont possibles, hein. On peut dire, ben voilà, ça y est, votre épargne, c'est pas grave, on vous en prend le quart. Et d'ailleurs, vous aurez une rémunération de 2%, mais vous ne pourrez pas vous retrouver votre capital avant 2070. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais. que là, on rentre et si vous suivez LinkedIn, vous verrez d'autres messages sur LinkedIn. C'est pas moi qui mets ces messages, hein. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui défend les banques centrales et qui pense qu'on peut leur faire confiance. Mais vous avez des gens plus ou moins complotistes et même quelquefois pas complotistes du tout, qui vous disent attention, il va se passer des choses Mmh. avec la quasi-disparition du billet de banque qui fait que il y a une incertitude sur votre épargne. Mmh. Donc D'accord. ça, c'est 2027. OK. On pourrait faire une conférence à TBS là-dessus. Très bonne idée. Mais donc, bon, pour revenir sur la question, c'est oui, un stablecoin comme Tether Oui, pourrait tout à fait à terme bien sûr, remplacer, bien sûr, certaines monnaies de bien pays, sûr, bien émergents, sûr, par exemple. bien sûr. D'accord, super. Et ben, c'était la dernière question.